La notion d'héritage est importante, car chacun souhaite en laisser un, que ce soit à travers le travail, la famille ou d'autres moyens. Car au fond, tout le monde veut rester dans les mémoires. Et dans le monde du sport, cette idée prend encore plus de sens car la carrière des athlètes est généralement de courte durée, la plupart prenant leur retraite avant leurs 40 ans. Néanmoins, bien que les catcheurs puissent souvent prolonger leur carrière, cela ne signifie pas qu'ils ne souhaitent pas eux aussi marquer l'histoire. Pour certains, cet héritage prend la forme de titres remportés ou de matchs mémorables classés 5 étoiles, tandis que pour d'autres, il s'agit de voir leur nom transmis aux générations suivantes, avec leurs enfants et petits-enfants prêts à porter le flambeau. C'est avec cette idée qu'est née la Legacy, un groupe composé de superstars de deuxième et troisième génération que la WWE espérait voir emmener le catch vers l'avenir. Mais alors, comment ce groupe s'est-il formé pour briller et pourquoi finalement a-t-il échoué? C'est ce que je vous invite à découvrir avec moi en retraçant l'intégralité de l'histoire du clan de la Legacy. Tout commence avec Hardcore Holly qui était le partenaire d'équipe de Cody Rhodes au début de 2008. Ensemble, ils connaissaient un tel succès qu'ils étaient même devenus champions par équipe. Mais ce que Holly ignorait à ce moment-là, c'est qu'à ce stade, Cody sentait déjà qu'il avait appris tout ce qu'il pouvait de son partenaire et planifiait de voler de ses propres ailes. Pendant ce temps, Ted DiBiase Jr. fut présenté aux fans dans l'épisode de Raw du 26 mai, faisant une impression immédiate en annonçant son intention de remporter les titres par équipe avec un partenaire mystère qu'il présenterait bientôt aux fans. Et ça nous mène au 29 juin lors de Night of Champions où le match était prévu pour que Rhodes et Holly affrontent le nouveau venu et son partenaire surprise. Ce soir-là, DiBiase entra seul sur le ring, ce qui laissa Holly, l'autre moitié des champions par équipe, perplexe. Et de là, DiBiase annonça alors que son partenaire n'était autre que Cody Rhodes lui-même. Cody trahit immédiatement son partenaire et avec DiBiase lui infligea une sévère correction avant de le battre rapidement. En conséquence, cette nouvelle union de jeunes rookies heel naissait sous le nom de Priestless. En effet, en tant que fils du légendaire American Dream Dusty Rhodes et du Million Dollar Man Ted DiBiase, les attentes envers Cody Rhodes et Ted DiBiase Jr. étaient immenses. La WWE espérait que les réunir dans une équipe leur permettrait de grandir et de devenir des stars dignes de leur père. C'est ainsi que les deux jeunes talents se mirent à prouver leur valeur en défendant leur titre au cours des mois suivants. Mais pendant ce temps, un autre catcheur de lignée multigénérationnelle qui s'était déjà imposé comme un poids lourd de la WWE cherchait à consolider son statut de tête d'affiche, et je parle évidemment de Randy Orton. Orton, déjà plusieurs fois champion de la WWE à ce moment-là, ressentait malgré tout un manque dans son palmarès. À son retour de blessure à la clavicule, il commença alors à rabaisser Priestless, affirmant qu'ils étaient loin d'être inestimables, mais plutôt sans valeur et que s'il voulait vraiment réussir, il ferait mieux de se ranger de son côté à la place. Et c'était exactement ce qu'Orton avait besoin, devenir le leader de son propre groupe avec des lieutenants qu'il pourrait envoyer exécuter ses ordres. Bien sûr, il avait déjà fait partie d'Evolution quelques années auparavant, mais dès qu'il commença à menacer l'autorité de Triple H, il fut éjecté du groupe. Quant à son alliance avec Edge dans Rated RKO, le niveau d'Edge était bien trop proche du sien pour qu'Orton puisse vraiment l'imposer. Avec Rhodes et DiBiase en revanche, Orton voyait deux futures stars qu'il pourrait façonner à son image. Et en tant que catcheur de troisième génération lui-même, fils de Bob Orton Jr. et petit-fils de Bob Orton Sr., il comprenait les défis et la pression supplémentaire qu'impliquait un héritage familial dans le catch. Mais avant tout, Rhodes et DiBiase allaient devoir prouver leur valeur s'ils souhaitaient être ses partenaires. Et c'est ainsi que le 1er septembre lors d'Unforgiven que Priestless aida Orton en attaquant CM Punk en coulisses, juste avant que ce dernier ne défende son titre mondial. Cette attaque força Punk à abandonner son titre, signant ainsi la première action marquante de ce qui allait devenir la Legacy. En plus de tout ça, les champions par équipe ont introduit un nouvel allié cette nuit-là, Manu, un autre catcheur de deuxième génération, fils d'Afad et Wild Samoan qui les a aidés à remporter leur victoire contre Crime Time. Mais bien que cette nouvelle alliance ait partiellement gagné le respect de Randy Orton, ce n'était toujours pas suffisant pour qu'ils considèrent Priestless comme des partenaires à part entière. Pour retenter leur chance, Priestless décida donc d'intervenir dans le match d'Orton contre CM Punk lors de l'épisode de Raw du 3 novembre. Malheureusement, DiBiase fit une erreur qui coûta la victoire à Orton, ce qui eut pour effet de provoquer la colère de Randy. Après le match, Orton infligea un punt kick à Ted, permettant ainsi de l'écarter des écrans de télévision pendant un moment, le temps qu'il parte tourner le film de Marine 2 pour les studios de la WWE. Et malgré le départ du Million Dollar Man, l'ancien champion de la WWE estima que Cody et Manu avaient finalement prouvé leur valeur. Et ainsi, à partir de là, ils formeraient alors une nouvelle unité avec eux, nommée la Legacy, un nom en référence à leur statut de superstar multigénérationnel. De là, au cours des 2 prochains mois, la Legacy aiderait Orton dans sa rivalité avec Batista, intervenant fréquemment dans leurs affrontements pour donner un avantage à la Vipère. Tout ça menait à un match handicap à 3 contre 2 lors de l'épisode de Raw du 15 décembre où même avec John Cena à ses côtés, l'animal ne put triompher de la Legacy, terminant le match avec un punt kick d'Orton, ce qui le mit hors de l'action lui aussi pour un certain temps. Le punt kick étant alors construit comme l'un des mouvements les plus dévastateurs du roster à ce moment-là.
Armé de ce coup fatal dans son arsenal et accompagné de ses acolytes Rhodes et Manu, Randy continua son ascension dans les rangs en solo, s'inscrivant pour le Royal Rumble en début d'année 2009 avec pour objectif de remporter le match et d'obtenir une place dans le main event de WrestleMania 25. Pendant ce temps, Sim Snuka, fils de Superfly Jimmy Snuka, exprima son intérêt à rejoindre la Legacy. Ce qui conduit Orton à le soumettre à une série de tests rigoureux pour voir s'il méritait vraiment de faire partie du groupe. Cela mena Cody et Snuka à affronter Crime Time lors de l'épisode de Raw du 5 janvier 2009, avec Orton stipulant que si Snuka et Rhodes gagnaient, Sim serait accepté dans le groupe. Bien qu'ils remportèrent le match, c'est Cody et non Snuka qui avait obtenu le tombé final, et en conséquence, Orton informa donc Snuka qu'il ne pourrait pas rejoindre la Legacy, ce qui provoqua la colère de ce dernier ainsi que celle de Manu, qui avait pris Snuka sous son aile et voulait le voir rejoindre leur cause. Ce qui a finalement conduit à des tensions au sein du groupe, et donc la semaine suivante, Manu et Snuka révélèrent à Rhodes leur intention de renverser Orton, espérant qu'il se joindrait à eux dans cette mutinerie. Mais Cody refusa, réalisant qu'il avait bien plus à perdre, et les deux rebelles, en réponse à ça, décidèrent de ramener DiBiase de retour de blessure pour les aider. Ce qu'ils ignoraient, c'était que DiBiase avait entre-temps fait la paix avec Orton, donc à partir de là, il prit donc le parti de Randy et de Cody, les aidant à éliminer Manu et Snuka, finalisant ainsi le roster de la Legacy. Néanmoins, les deux parias n'en avaient pas fini avec la Legacy et souhaitaient obtenir leur revanche dans les semaines qui suivirent. En tant que fils de légende de la WWE, Manu et Snuka avaient l'espoir d'attirer l'attention de la directrice générale de Raw, Stephanie McMahon, dans le but de faire renvoyer Orton. Donc craignant qu'il puisse réussir, Orton décida de prendre les devants et alla lui-même parler à Stephanie. Mais cette rencontre se termina en dispute, la relation entre Randy et le mari de Stephanie, Triple H, étant toujours tendue depuis la dissolution d'Evolution. Malgré cette situation, les choses prirent un tournant dramatique lorsque Vince McMahon fit son retour à la télévision plus tard dans la soirée. Orton exigea des excuses de sa part, ce qui ne fit qu'énerver davantage le patron. Vince commença alors le processus de renvoi de Randy, mais avant qu'il ne puisse prononcer les mots fatidiques, la vipère lui asséna une gifle, suivie d'un pun kick à la tête, le blessant sérieusement kayfabe et le forçant à l'hospitalisation. À partir de là, Randy Orton entra dans le Royal Rumble le 25 janvier avec un plan bien établi, s'entourer des meilleurs talents montants de l'industrie. Cette stratégie s'avéra payante car dans les derniers moments du match, les 4 derniers hommes restants étaient Cody Rhodes, Ted DiBiase Jr., Orton lui-même et Triple H. Donc à ce stade, il semblait que la Legacy allait alors avoir l'opportunité de s'en prendre à Triple H ensemble. Mais Orton, fidèle à son personnage vicieux, laissa volontairement The Game éliminer ses deux coéquipiers. Et cette manœuvre détourna l'attention de Triple H suffisamment longtemps pour qu'Orton le surprenne et l'élimine, remportant ainsi le Royal Rumble et gagnant son billet pour WrestleMania. Mais cette victoire eut un coût. Rhodes et DiBiase avaient servi de simples pions, renforçant la critique selon laquelle la Legacy semblait n'exister que pour mettre en avant Orton, laissant ses partenaires dans l'ombre. Et ça ne semblait pourtant pas déranger Rhodes et DiBiase pour le moment, car le lendemain du Royal Rumble, la Legacy se présenta unie sur le ring pour célébrer la grande victoire de Randy. Ce soir-là, ils révélèrent également qu'Orton avait été kayfabe diagnostiqué avec un trouble explosif intermittent. Une condition médicale qui le protégeait d'un licenciement en vertu des lois contre la discrimination, expliquant ainsi pourquoi il ne pouvait pas être renvoyé pour son attaque contre Vince. Grâce à cette ruse, Orton fut libre de se préparer pour son match de championnat à WrestleMania, ce qui agaça fortement les McMahon. Leur seule option pour contrer Orton était d'envoyer un membre de la famille dans le match contre lui. Ainsi, alors qu'Orton affrontait Shane McMahon lors du pay-per-view No Way Out le 15 février, Triple H remportait le titre de la WWE dans l'Elimination Chamber, préparant le terrain pour une confrontation finale entre Orton et lui-même au plus grand pay-per-view de l'année le mois suivant. Orton ne put cacher sa frustration face à cette nouvelle tournure imprévue. Il n'avait aucune envie d'affronter Triple H, un rival de longue date qui représentait un véritable obstacle à ses ambitions. Alors dès le lendemain à Raw, Orton déversa sa colère sur Shane McMahon dans un match sans règles. Où avec l'aide de la Legacy, il parvint à dominer le fils du patron et à lui asséner un pun kick après le match, ce qui mit Shane hors jeu pendant un certain temps. Mais la vipère ne s'arrêta pas là. Alors que Stephanie McMahon descendit sur le ring pour s'occuper de son frère blessé, Orton lui infligea un RKO, choquant les fans et amenant Triple H à se précipiter pour les chasser. Pour la première fois depuis des années, la relation de Triple H et Stephanie fut officiellement reconnue à l'écran, amplifiant encore l'intensité de la rivalité. Et on pourrait penser qu'après cet acte, la Legacy choisirait de calmer les choses, mais au contraire, le clan intensifia ses attaques. La semaine suivante à Raw, Orton et ses alliés frappèrent encore Triple H et Stephanie. Cette fois, Orton menota le game au poteau du ring, le forçant à assister impuissant à une scène qui marquera la génération catch attack. Randy qui embrasse Stephanie inconsciente sous les yeux du game avant qu'Orton vienne l'humilier lui aussi en lui portant un coup de sledgehammer. Ce moment glaçant fit monter les enjeux pour leur confrontation à WrestleMania 25, où Orton espérait, avec le soutien de la Legacy à ses côtés, remporter le titre de la WWE. Malgré cette préparation intense, Orton échoua dans sa quête du titre et le match lui-même fut éclipsé par un classique inoubliable entre Shawn Michaels et l'Undertaker, considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs combats de l'histoire du catch.
Cet échec a évidemment affaibli Orton et la Legacy qui tentèrent de se relancer le mois suivant à Backlash dans un six-man tag match contre Triple H, Vince et Shane McMahon où la stipulation était que si la Legacy gagnait, Orton deviendrait champion de la WWE. Avant ça, Orton eut la chance d'affronter Vince McMahon en 1 contre 1 lors de l'épisode de Raw du 6 avril. Mais les actions de la Legacy tournèrent contre eux car après avoir blessé Vince de façon spectaculaire, ce dernier annonça son retrait du match de Backlash et désigna un remplaçant de taille, Batista. Alors maintenant, avec l'aiguille qui s'est déplacée davantage en faveur du champion, la Legacy serait forcée de repenser leur stratégie en vue du match en six-man tag, car avec 2 anciens coéquipiers d'évolution de l'autre côté du ring, les chances de Randy de remporter le titre semblaient encore plus minces. Néanmoins, au final, il n'avait plus besoin de s'inquiéter pour ça, car lorsque le moment du match arriva le 26 avril, il réussit à frapper le game avec un RKO et un punt kick après 22 minutes et 50 secondes, suivi d'un compte de 3 pour redevenir champion de la WWE. Et avec ce punt, arriva une période d'absence pour l'ancien champion à partir de ce moment-là également, car maintenant le seul membre de la famille McMahon encore debout était Shane. Shane fut forcé de tenter de surmonter les obstacles contre toute la Legacy dans les semaines suivantes, ce qui mena un match entre lui et les 3 membres de la Legacy le 4 mai lors de Raw, au cours duquel le fils du patron serait blessé kayfabe après que les marches en acier furent utilisées pour lui briser la cheville. Après ça, maintenant que la famille McMahon était bel et bien vaincue, le clan jeta son dévolu sur Batista, qui continuait de venir chercher Randy Orton pour le titre. Les 2 hommes s'affrontent lors de Judgment Day le 17 mai, où bien que Randy perde le match, il le fit intentionnellement par disqualification pour garder la ceinture autour de sa taille. Néanmoins, cette tactique ne le protégea pas lors du rematch du mois suivant à Extreme Rules, car à l'intérieur d'une cage en acier, il n'y avait pas de disqualification, et avec la cage servant également à empêcher Rhodes et DiBiase de s'en mêler, cela signifiait que l'animal pouvait enfin prendre le titre le plus prestigieux de la marque rouge des mains de la vipère. Toujours insatisfait de laisser les choses en rester là, le lendemain lors de Raw, la Legacy attaquerait Batista lors de son discours de célébration, le blessant et provoquant l'annulation immédiate du titre. La semaine suivante, Orton obtiendrait une place dans le Fatal 4-Way pour déterminer le nouveau champion, un match qu'il remporterait après avoir vaincu John Cena, le Big Show et un Triple H de retour. Mais malgré cette grande victoire, des signes de dissension commencèrent à apparaître au sein du clan, car DiBiase serait pris en train de se disputer avec son leader dans les coulisses lors de l'événement The Bash le 28 juin. Mais bien que lui et Cody continuèrent à aider Orton à conserver son titre plus tard dans la soirée, les fans pouvaient déjà voir les prémices de leur chute. Et cela continuerait à prendre de l'ampleur lorsque peu de temps après, le $1 Million Man reviendrait en tant qu'hôte spécial de Raw et réserverait son fils dans un match contre Randy. Et pour aggraver les choses, plus tard dans la même soirée, le groupe tenterait d'interférer dans le match pour la place de challenger numéro 1 entre Le Game et John Cena, espérant éliminer les 2 hommes et transformant involontairement le match du prochain Night of Champions en triple menace, réduisant ainsi considérablement les chances du champion de conserver son titre. Après ça, d'autres tensions surgirent lors d'un épisode de Raw quelques semaines plus tard lorsque la Vipère délivra un RKO à Dusty Rhodes, un geste qui s'inscrivait dans son ancienne gimmick de Legend Killer mais qui provoqua également une certaine friction entre lui et Cody. Et en effet, il semblait que les choses étaient sur le point de s'effondrer. Mais alors que beaucoup voyaient la fin arriver à Night of Champions, la Legacy parvint en réalité à rester stable, aidant Orton à conserver son titre de la WWE. Néanmoins, ils se divisèrent lorsque Triple H se réunit avec Shawn Michaels et commença à concentrer son attention sur Rhodes et DiBiase. Ces 2 équipes entameraient alors une rivalité pendant l'été, une rivalité qui offrit enfin aux jeunes quelque chose dans quoi s'investir et leur permit d'agir comme plus que de simples soutiens d'Orton pour une fois. Pendant ce temps, le champion essayait de défendre sa ceinture contre John Cena une fois de plus, les 2 se passant le titre l'un à l'autre au fil des mois. Mais à la fin de cette rivalité, ce fut Big Matt John qui sortit vainqueur, battant Orton dans un match Iron Man lors de Bragging Right le 25 octobre. Et l'une des raisons pour lesquelles il perdit ce soir-là était que malgré la venue de la Legacy pour essayer de l'aider, ils furent finalement repoussés par Kofi Kingston, ce qui mena à une rivalité se développant entre lui et Randy par la suite. Bien sûr, l'histoire de cette rivalité sera racontée dans la vidéo dédiée sur Kofi Kingston et peut-être dans une vidéo dédiée sur leur rivalité. Mais il est important de noter que cette période représentait Randy Orton dans sa forme la plus capricieuse et non professionnelle, quelque chose qu'il a heureusement rectifié dans les années qui ont suivi, notamment dans son match de championnat contre Kofi lors de Clash of Champions 10 ans plus tard. Mais revenons au moment présent. Tout ça mènerait à un match triple menace lors de l'épisode de Raw du 11 janvier 2010 où le gagnant deviendrait le challenger numéro 1 pour le titre de Sheamus au Royal Rumble. Mais malgré sa victoire dans le match, lorsqu'il eut sa chance pour le titre ce soir-là, il échoua se faisant disqualifier après que Cody ait encore une fois tenté d'interférer en sa faveur. Et ça serait la goutte d'eau qui ferait déborder le vase car après le match, Orton attaquerait ses 2 coéquipiers du clan et les laisserait pour morts. Par la suite, Rhodes et DiBiase gâcheraient la revanche d'Orton avec Sheamus quelques semaines plus tard, puis dans le match Elimination Chamber du pay-per-view du mois de février, le fils du $1 Million Man éliminerait en fait son mentor avec l'aide de Cody et d'une barre de fer.
En effet, il semblait que les choses étaient bel et bien finies, mais pas tout à fait, car dans une dernière tentative de réconciliation, les trois hommes se regrouperaient une dernière fois le lendemain lors de Raw pour un match par équipe à 6 affrontant Kofi Kingston, Yoshitatsu et Evan Bourne dans un six-man tag team match. Bien sûr, pendant ce temps, les esprits s'échaufferaient encore une fois et Orton finirait par attaquer ses coéquipiers, ce qui menait à un match à handicap entre les trois compétiteurs lors de l'épisode du 8 mars de Raw que Rhodes et DiBiase remporteraient. Après ça, le trio se retrouverait une dernière fois dans un match triple menace à WrestleMania 26, mais malgré une entrée en tant qu'unité solide, ce match aussi verrait les Priestless se retourner les uns contre les autres, rompant leur partenariat dans le processus, Orton parvenant à obtenir la victoire. Et si tout devait se conclure là, au moins cela se serait produit sur la plus grande scène possible. Néanmoins, bien que la Legacy ait fait du bon travail en cimentant la position de Randy Orton dans l'entreprise, elle n'a finalement rien apporté aux deux autres membres à la fin. Car tout au long de cette période, ils n'ont jamais vraiment été élevés au-delà du milieu de la carte et n'ont jamais réellement été perçus comme une véritable menace en dehors de leur rôle de soutien à Orton. Peut-être que c'est pour ça qu'ensuite, dans les années qui suivirent, bien que Randy continue de prospérer en tant que l'une des plus grandes stars de la WWE, Rhodes et DiBiase se sont retrouvés dans l'impasse, avec une brève réunion en 2011, avant que le dernier ne quitte l'entreprise quelques années plus tard. Et 3 ans après ça, Cody suivra également le même chemin après un énorme passage à vide dans l'entreprise. Il réussira beaucoup mieux ailleurs, se réinventant complètement, se forgeant un nom sur le circuit indépendant et devenant finalement l'un des membres fondateurs de All Elite Wrestling en 2019. Alors bien que cela n'ait pas réussi dans sa mission initiale, au moins de bonnes choses en sont ressorties au final. Car si la Legacy n'avait pas existé, peut-être que le parcours de Cody aurait été différent et que l'AEW avec Cody à sa tête n'aurait pas été pendant un temps la plus grande compétition de la WWE depuis des années. Un choix qui lui a été bénéfique et permis quelques années plus tard de revenir sur la grande scène afin de devenir le visage de la compagnie. En plus de ça, qui sait comment la carrière de Randy Orton se serait déroulée s'il n'avait pas eu ses deux coéquipiers pour essayer de garder les rênes sur lui à une époque où il était le plus difficile à gérer en coulisses. En effet, il est impossible de savoir ce que l'avenir leur aurait réservé. Mais au final, même si Ted DiBiase Jr. n'est plus dans l'industrie, au moins 2 des membres du groupe ont pu tirer quelque chose de la situation et se bâtir un avenir solide en sortant de cette histoire, et marquant ainsi cette faction dans l'héritage de la WWE. Voilà les gars, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu en commentaire, à lâcher un j'aime et à partager la chaîne, c'est très important. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une autre histoire. C'était Vince, et encore une fois, merci à tous.